Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission des villes et des hommes et des actions, pourrait-on dire, parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler d'actionnariat salarié. Je suis avec des invités de marque, à savoir le président directeur général d'Eiffage, Benoît de Ruffray, également président de l'association Fondacte, qui est l'association qui réunit ceux qui croient aux vertus du partage des profits. Benoît de Ruffray, bonjour. Merci d'être avec nous, monsieur le président. Également en plateau, Jean-Noël Barrot, député Modem des Yvelines, vice-président de la commission des finances, secrétaire général du Modem. Jean-Noël Barrot, bonjour. Bonjour. Merci d'être également en plateau. Avec nous, Sonia Chevalier, elle est directeur de l'actionnariat salarié chez Eiffage. Bienvenue. Également, pour discuter, Xavier Collot, le directeur de l'épargne salariale et retraite chez Amundi. Xavier Collot, bonjour. Bonjour. Alors, un petit mot d'introduction de ce groupe Eiffage. Vous allez voir qu'il est extrêmement pertinent pour aborder ce sujet de l'actionnariat salarié. Eiffage, d'abord, en préambule, faut-il le présenter, un groupe de construction et de concession, 72 000 collaborateurs, 100 000 chantiers en France. Le PDG en parlera mieux que moi. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que dans ce groupe important de l'économie française, 8 salariés sur 10 sont actionnaires, 80%. Ils détiennent collectivement près de 20% du capital, alors que la moyenne nationale dans les entreprises est de 3,2% et plus de 28% des droits de vote, ce qui en fait l'actionnaire de référence du groupe. C'est un exemple extrêmement intéressant. Jean-Noël Barrot, avant de revenir sur ce cas Eiffage, vous êtes vous-même un fervent défenseur de l'actionnariat salarié, mais quelles vertus vous font apprécier ce dispositif précisément ? Écoutez, il y a 3 dimensions qui me paraissent vraiment très importantes et qui justifient que les pouvoirs publics accompagnent les initiatives du monde économique et des entreprises pour développer cette pratique. La première, c'est que on voit les inégalités se creuser un peu partout dans le monde, et quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que là où ça se creuse le plus, c'est entre celles et ceux qui vivent des revenus du travail et celles et ceux qui ont une partie de leurs revenus qui sont exposés à la dynamique des actions, puisque une partie de la création de valeur, elle se reflète dans les actions, et donc de diffuser l'actionnariat salarié, c'est une manière de faire profiter le plus grand nombre des fruits de la prospérité, ce que les seuls revenus du travail ne permettent pas. Et ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que il y a des questions qui reviennent régulièrement sur la soutenabilité du modèle capitaliste, si on peut dire, et sur le partage non pas des profits, mais aussi du pouvoir dans l'entreprise. Et je trouve que par rapport à ses cousins que sont la participation et l'intéressement, l'actionnariat salarié a cette vertu qu'elle permet aussi aux salariés de devenir acteurs de la décision dans l'entreprise, et donc d'en saisir les enjeux, et donc en quelque sorte de prendre le pouvoir. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très vertueux. Et la troisième dimension, c'est une dimension de souveraineté. Il est évidemment souhaitable qu'un pays soit propriétaire en quelque sorte de son propre capital. La détention par les résidents français du capital, des fonds propres de leurs entreprises est plus faible que dans d'autres pays, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis. Donc c'est une question de souveraineté au niveau national, mais c'est aussi une question de souveraineté au niveau de l'entreprise, puisque je pense que Benoît de Ruffray en parlera, puisque Eiffage est exemplaire en matière d'actionnariat salarié. Le fait d'avoir des actionnaires salariés, c'est aussi une manière de défendre l'entreprise quand elle peut être parfois la proie d'investisseurs dont le projet n'est pas celui qui correspond à l'ambition, à la vision de long terme de l'entreprise. Et donc pour ces 3 raisons, celle du partage de la valeur, celle de la partage du pouvoir et celle de la souveraineté, il me semble très important qu'on appuie, qu'on continue de pousser. La France, je crois, est assez bien classée en matière d'actionnariat salarié, mais qu'on puisse aller plus loin. C'est vrai que ce sujet touche à l'économie, au social, au politique. Vous avez évoqué la notion de pouvoir. Xavier Collot, chez Amundi, vous avez des indicateurs précis. Vous qui avez cette vue globale dans un groupe de dimension internationale, comment ça se passe si on fait un panorama de l'actionnariat salarié en Europe? Quels sont les enseignements? Alors, ça va être très clair. C'est l'actionnariat salarié a globalement le vent en poupe en Europe, mais plus particulièrement en France.
La France, en fait, c'est le champion européen de l'actionnariat salarié, avec plus de 3,5 millions de salariés actionnaires. Alors, certes, ils détiennent à peu près 4% du capital des entreprises en France. Et au niveau européen, ça représente 3% des salariés qui détiennent globalement 420 milliards de capital des entreprises, qui représente à peu près 12% du capital total des entreprises européennes. Donc c'est une matière vivante, existante, et qui représente quand même un panorama assez large. Alors, le gouvernement a appelé une ambition très forte au moment de la loi Pacte, c'est passé à l'horizon 2030 10% d'actionnaires salariés, donc on a encore de la marge de manœuvre. Je pense que l'exemple d'Eiffage en est une très belle illustration, et on aura l'occasion d'écouter les invités ici présents. Mais effectivement, donc un pays qui se développe énormément. 2 mesures ont accéléré ce phénomène-là ces 3 dernières années, c'est la loi Pacte, avec la réduction du forfait social, et le plan, le projet de financement de la loi de finances 2021, qui a accéléré également le fléchage de l'épargne vers les actions d'entreprise, ce qu'on appelle l'actionnariat salarié. Ça vous fait plaisir, M. Barrot, quand vous entendez des louanges sur la loi Pacte, quand même. On l'a construit ensemble, donc c'est pour ça. C'est un constat. J'ai cru comprendre. C'est un constat, et c'est vrai que ça fait partie des choses qui étaient au cœur de cette loi, et dont il est important qu'on puisse regarder si les dispositifs ont produit ou non leurs effets. C'est pas le cas de tous les dispositifs. Certains ont eu plus d'efficacité que d'autres. Mais je crois qu'en matière d'épargne retraite, en matière d'actionnariat salarié, les choses ont un peu bougé depuis la loi. C'était un petit clin d'œil. Les bonnes pratiques, Xavier Collot, qu'est-ce que vous observez ? Alors, ce qu'on observe, c'est beaucoup d'entreprises. On observe 2 choses. 1, tout type d'entreprise aujourd'hui se mettent à faire de l'actionnariat salarié. On parle d'entreprises cotées, à l'instar de ce qu'est l'entreprise Eiffage, mais on parle aussi d'entreprises non cotées, qui ne sont pas cotées en bourse. Donc, on retrouve aujourd'hui dans le panorama des entreprises qui font de l'actionnariat salarié, donc ce qu'on appelle les émetteurs, beaucoup d'entreprises également non cotées qui souhaitent associer leurs salariés à la performance de l'entreprise, et c'est probablement un bon momentum dans une période qui a été chahutée par l'épidémie de Covid. Les bonnes pratiques, c'est simple, c'est offrir une décote aux salariés, une décote qui peut aller jusqu'à 30%, la moyenne observée dans le marché aujourd'hui de 20%, c'est-à-dire que le salarié va souscrire une action qui vaudra 20% de moins que ce qu'elle vaut en bourse. Donc c'est quand même un beau cadeau qui est fait aux actionnaires salariés. Ça va être complété, et vous le savez, on a parlé de partage de la valeur, partage du profit, de flux de participation intéressement, et c'est un gros vecteur d'alimentation aujourd'hui dans le cadre des opérations offertes par les entreprises, de pouvoir souscrire et d'utiliser à bon escient la participation et l'intéressement pour souscrire ces actions. Et donc, ce sont des pratiques aujourd'hui qui s'observent évidemment de façon très importante. C'est une façon aussi de recycler les fruits du partage du profit dans le capital de l'entreprise, et probablement beaucoup d'entreprises en ont besoin en ce moment. Un taux de souscription, je voudrais mettre en relief. Aujourd'hui, un salarié sur 2 en France est actionnaire de son entreprise en souscrivant aux opérations. Alors chez Eiffage, on verra un peu plus tard, c'est beaucoup plus. Vous faites partie des champions français de l'actionnariat salarié, donc on en reparlera un peu plus tard. Mais ça veut dire que c'est quand même énorme. Un salarié sur 2 souscrit les actions de l'entreprise, de son entreprise, quand l'entreprise propose ce type d'outils de fidélisation et d'association des salariés à la performance économique d'entreprise et à son développement. Donc c'est quand même des éléments clés et qui doivent encourager d'autres entreprises aujourd'hui qui se développent dans ce domaine. Un petit clin d'œil quand même, parce que effectivement, on voit une économie qui bouge énormément à travers beaucoup de nouvelles technologies, ce qu'on appelle les entreprises de la tech. Ces entreprises-là, nativement, mettent en place de l'actionnariat salarié. C'est un phénomène nouveau. Il y a l'économie des grandes entreprises qui font historiquement de l'actionnariat salarié, mais on observe de plus en plus les entreprises de la tech qui souhaitent, dès le début, associer les salariés au capital et à la réussite future de l'entreprise. Ça a l'air évident de parler de beaucoup d'actionnaires salariés en France, mais je rappelle que globalement en France, quand on compare aux pays anglo-saxons, le nombre d'actionnaires, on aimerait quand même qu'ils soient un peu plus nombreux, parce qu'il y a plein d'opportunités et des atouts qui ne sont pas toujours connus des Français. Benoît de Ruffray, Monsieur le Président, je me tourne vers vous parce que vous êtes devenu le héros en quelque sorte de l'actionnariat salarié. Vous faites ça magnifiquement. On va parler de vos activités au sein de Fondacte également, mais j'ai l'impression que l'histoire chez Eiffage, elle a commencé un petit peu plus tôt en matière d'actionnariat salarié, n'est-ce pas ? Absolument. L'histoire a commencé
il y a finalement très longtemps, et ce que je dirais, c'est que c'est bien l'histoire collective et l'ensemble des collaborateurs du groupe qui en font le champion, puisque c'est vraiment tous ensemble. Tout a commencé il y a bientôt 32 ans, puisque c'était en novembre 89 que l'idée a germé. À l'époque, c'était pas Eiffage, c'était Fougerolles, et c'était Jean-François Roverato qui sentait que il y avait un besoin de garder l'indépendance de l'entreprise parce que son actionnaire n'avait pas forcément les mêmes visions. Et comme il disait, il fallait mettre en place un cordon sanitaire pour être capable de garder cette vision, cette volonté de développement long terme. Et il est parti en fait en disant il faut qu'on soit très nombreux parce que sinon on n'y arrivera pas. Il a fait le tour de l'ensemble des chantiers où il a expliqué son projet, son pourquoi, au plus près de tous nos compagnons. Et il s'était toujours dit que s'il y avait 3000 souscripteurs, ça serait superbe. Et en fait, 72% ont souscrit dès la première fois. C'était début 90. Quelle force de persuasion. Absolument, mais surtout parce que le contact au plus près du terrain, et c'est ça qui est très, très important. Donc c'était une première dans le BTP, c'était un immense succès. 2 ans plus tard, le projet de fusionner 2 grandes entreprises qui étaient Fougerolles, bien sûr, et la SAE prenait jour. Et tout de suite, il fallait embarquer finalement. Il y avait 2 fois plus de collaborateurs chez SAE que Fougerolles. Embarquer tout le monde et de manière naturelle étendre ce dispositif d'actionnaire salarié. Et c'est devenu ce très gros socle et qui après a pris le nom d'Eiffage. Et on peut dire toute l'aventure a démarré à ce moment-là. Je vous ai coupé légèrement, mon cher Xavier Collot, très gentiment, vous ne l'avez pas fait remarquer, mais vous avez également quelques infos sous le coude sur la gouvernance. Quand on parle d'actionnariat salarié, c'est pas juste des chiffres, c'est pas juste des valeurs d'action. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de ce rapport entre représentants des actionnaires salariés et dirigeants ? Effectivement, quand vous êtes actionnaire ou copropriétaire d'un fonds de commun de placement d'entreprise, vous êtes également actionnaire de façon indirecte et vous avez donc un droit de vote associé à ces véhicules. Sachez qu'aujourd'hui, l'évolution est très favorable, 2/3 des entreprises proposent un actionnaire salarié au conseil d'administration. Ça, c'est le minimum, il peut en avoir plusieurs. Et donc, c'est une vraie évolution, bien entendu, de la gouvernance. Quand on parle aujourd'hui de critères ESG ou d'une approche RSE, bien entendu, les investisseurs que sont les asset managers sont extrêmement attentifs à l'idée qu'ils puissent avoir dans la gouvernance des salariés actionnaires. Donc c'est un point clé. Je reviens au propos de Monsieur Durufray, parce que cette histoire du groupe Eiffage, elle est formidable. Il y a cet aspect d'entraîner les salariés avec soi dans ce projet collectif qui date du mandat de Monsieur Roverato. Et puis, il y a ce thème de la défense, on l'a un petit peu effleuré quand Monsieur Barraud parlait de souveraineté. Est-ce que l'histoire d'Eiffage, quand même, il y a eu des moments un petit peu épiques? Racontez-nous, Monsieur Durufray, parce que l'actionnariat salarié, c'est assez crucial à ce moment-là. Je crois que les propos de monsieur le député sont exactement ça. C'était un enjeu de souveraineté. Un enjeu de souveraineté aussi et de maintien de l'indépendance stratégique. C'est le deuxième élément et on pourra revenir. C'était en 2005. Eiffage venait d'être lauréat de la privatisation des autoroutes et du réseau APRR et AREA. Et un des concurrents espagnols, le groupe de BTP Sacyr, qui n'avait pas réussi, s'est dit ce que j'ai perdu dans cet appel d'offres, est-ce que je peux pas le récupérer? Et il a commencé à faire une prise de contrôle rampante du groupe par une action de concert d'un certain nombre d'actionnaires espagnols. Et c'est vraiment la mobilisation des collaborateurs sous l'impulsion de Jean-François Roverato, de l'ensemble des représentants du personnel aussi, qui s'est soulevé. Et c'est bien ce cœur et ce socle d'actionnaires salariés qui a permis au mouvement d'abord de prendre de l'importance, faire comprendre en interne que quelque part il y avait un lien dans la gouvernance, il y avait un lien dans le poids, dans le choix, et c'est vraiment exactement les thèmes que vous abordiez de souveraineté économique. Et le groupe a réussi. Alors vous imaginez, c'est dans les mémoires de tout le monde, ça se transmet de génération en génération. Et peut-être un petit clin d'œil à tous nos représentants du personnel. J'ai la joie de diriger 2 fois par an les comités européens et les comités de groupe. Nous faisons avec les secrétaires réciproques l'ordre du jour. Et il y a toujours, à l'ordre du jour, point numéro 1,
l'état de détention du capital par les salariés, parce que l'ensemble des représentants du personnel veulent que je lui parle de là où on en est, le pourquoi, le comment. Il y a un vrai intérêt. Ouais. Un intérêt et fondamentalement un enjeu de souveraineté et de gouvernance, mais ils ont été très bien abordés. Puis on a parlé beaucoup de la France au début. Enfin, vous êtes un groupe extrêmement international, présent dans plus d'une dizaine de pays. C'est un dispositif chez vous qui s'est déployé sur toutes les entités. Nous le déployons de plus en plus. Le principe, c'est de le rendre possible. On a 2 modes d'intervention internationale. Soit on est dans un mode de projet, on se projette sur un projet et on revient, et on n'a pas la pérennité nécessaire. Par contre, quand on est dans une implantation pérenne, dans lequel on veut garder et continuer d'avoir tous les volants de l'attractivité du groupe, bien évidemment, on déploie l'action salarié. On a des très beaux exemples. On est plus européen, donc c'est bien sûr la Belgique, le Pays-Bas, le Luxembourg, l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse, mais aussi le Sénégal. Et je peux vous assurer, quand je vois l'ensemble de nos collaborateurs sénégalais, qui dans leur culture, en fait, préparent l'action salarié parce qu'il faut convaincre la famille de mettre de côté quelque chose parce que l'essentiel, c'est de participer. J'avoue que ça change complètement l'image de l'entreprise dans sa responsabilité sociale et sociétale. C'est un sujet que je trouve vraiment intéressant parce qu'on le voit, il y a des déclinaisons géographiques et l'intérêt reste toujours important. Puis historiquement, il s'adapte le dispositif. C'est-à-dire on est quand même passé par une année totalement extraordinaire, terrible avec cette pandémie. Pendant ce temps-là, l'actionnariat salarié a continué de se développer. Est-ce que là, vous avez senti cette vertu fédératrice? Quel rôle a joué l'actionnariat salarié, Monsieur le Président? Pour nous, ça a été un moment extraordinaire. On a passé beaucoup de temps avec Sonia et toutes les équipes et les ambassadeurs. Chez nous, ce qu'incarne l'actionnariat salarié, tous les relais, ça s'appelle des ambassadeurs. Sonia en reparlera sûrement. Et on allait fêter les 30 ans. Parce que forcément, 90-2020, on se préparait. Belle date. Belle date. On allait lancer notre campagne, parce que la campagne chez FH, c'est un moment de l'année, en fait. C'est un moment précis et tout le monde est mobilisé. C'est un événement de l'entreprise, de consolidation de l'entreprise. Nous lancions le 16 mars 2020, on a confiné le 19, donc vous voyez, bien au bon moment. Et donc on a dû lancer ça. On a maintenu cette campagne. On a voulu... finalement, tout le monde était confiné. Et à la fin, j'ai dit finalement, on parle toujours de l'action salarié comme l'ADN du groupe. On parle beaucoup de notre esprit de famille. Et j'ai dit à l'ensemble de nos ambassadeurs, c'est le moment de montrer qu'on a un esprit de famille. Donc tout le monde va appeler tout le monde, prendre de ses nouvelles, les aider à distance parce que la poste ne marchait pas, donc il fallait être capable de pouvoir souscrire à distance par informatique. La réponse a été magnifique puisqu'on a battu le nombre de souscripteurs. Ça a été l'année la plus belle pour le groupe. Donc c'est à la fois un témoignage de fierté, d'appartenance, oui, quelque part un esprit de famille où ensemble on essaye de partager une volonté commune de développer l'entreprise à long terme. Et j'avoue que le taux de souscripteurs le plus haut jamais espéré, c'était un sacré cadeau. Et c'est intéressant, on voit les vertus de l'actionnariat salarié, sa capacité fédératrice, ce ciment, mais n'ayons pas peur des chiffres. Combien ça représente en termes de montant? C'est un investissement et on parle de dividendes, alors ça concerne quel montant? Alors en fait, si vous voulez, moi je dis toujours, l'actionnariat salarié, il y a plusieurs manières de le faire. Et Xavier Collot en parlait très bien. Il y a plusieurs manières de voir les dispositifs. Soit vous les voyez sur l'aspect financier. Finalement, un cadre plutôt protégé, une entrée aidée et une préparation de la retraite ou de besoins futurs et partager la création de valeur, comme le disait très bien monsieur le député. Il y a un deuxième élément, en tout cas, c'est l'action salariée tel que nous le vivons chez FH, dans notre ADN. C'est qu'en fait, l'entreprise, c'est d'abord et avant tout une aventure collective. Et en fait, on veut être tous dans l'aventure collective. Et du coup, c'est le taux de souscripteurs qu'on recherche, c'est-à-dire, est-ce que tout le monde participe ou pas? Et je dis toujours que les premiers euros, c'est la relation à cette aventure collective. Au-delà, ça ne me représente pas parce que c'est au sein de la cellule familiale. Est-ce qu'on veut prendre du risque, moins de risques et autres? Et ce n'est pas ce qui m'intéresse. Et vous m'entendrez toujours parler de taux souscripteurs
c'est pas les montants. Il y a des périodes de la vie de l'entreprise où vous avez besoin de capitaux. Et là, on va mobiliser les gens parce qu'il y a une recherche réellement de capitaux. Mais aujourd'hui, c'est vrai, dans la santé du groupe fait que c'est pas ça. Nous, c'est le bien commun, c'est l'aventure collective. Après, et puisque c'était aussi une partie de vos questions, l'an dernier, on a distribué 300 millions d'euros de dividendes. Et ben 20%, c'est 60 millions d'euros. Ils sont revenus à l'ensemble de nos actionnaires salariés. Donc c'est une partie importante de leur préparation, de leur capitalisation, parce que ce sont des gens qui souvent investissent à très long terme. Et je vais faire circuler la parole, je dis ça pour mes invités, qu'ils ne s'impatientent pas, mais c'est intéressant ce cas d'Eiffage. Lorsqu'on parle de RSE, souvent on pense beaucoup là maintenant au développement durable, on pense pas nécessairement à l'actionnariat salarié, mais finalement c'est un outil de la panoplie, non ? Pour moi, et monsieur le député l'exprimait très bien, on a une vraie problématique aujourd'hui sur un écart et en fait un élargissement dans le modèle capitaliste entre les revenus du travail et les revenus du capital. Nos cadres peuvent être sensibilisés, comprendre un certain nombre de choses et, entre guillemets, s'organiser par eux-mêmes sur la capacité d'épargne et préparer finalement le futur. Nos compagnons, ils n'iront pas naturellement sur ces dispositifs. Et donc, fondamentalement, par l'action d'un salarié, on partage avec eux, et fondamentalement, en plus de ça, souvent, ils laissent très longtemps. En fait, ils sont en train de se préparer sans trop souffrir un accompagnement, et si l'entreprise est bien gérée, et ça, c'est la première responsabilité de ces dirigeants, et bien, on les aide à préparer et à compenser finalement cet écart entre les deux. Moi, j'y crois beaucoup. Et puis, vous savez, quand on va voir des clients, et qu'on leur dit que finalement, l'ouvrage qu'on va faire pour eux, eh ben, il y aura une fierté. Et le fait qu'on veut le réussir, c'est aussi, il sera fait par des personnes engagées, et engagées jusqu'à être copropriétaires de leur entreprise. Beaucoup de clients, ils sont excessivement sensibles. Et on a un rôle par-dessus tout, c'est de laisser personne. Et du coup, c'est une manière d'accompagner tout le monde, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle. Donc oui, c'est de la RSE, j'en suis convaincu. Merci de cette réponse. Sonia Chevalier, vous n'êtes pas spécialement historienne à ma connaissance, mais j'aimerais approfondir avec vous la manière dont l'actionnariat salarié a existé, s'est exprimé en France. Le capitalisme lui-même, l'économie du 19e siècle, elle ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors comment l'idée de l'actionnariat salarié a-t-elle germé pour arriver à ce qu'on en connaît aujourd'hui ? Comme le disait monsieur le député, on a longtemps eu cette fracture entre le capital et le travail, et la naissance de l'économie capitaliste qui est née avec l'apparition de la société industrielle a fait monter une véritable opposition entre le capital et le travail, et les relations sont devenues de plus en plus conflictuelles. Et devant les conflits sociaux, en fait, certains patrons se sont posé la question de savoir comment transformer cette relation, en fait, de patron-travailleur en une relation salarié-associé, en fait. Et différents courants de pensée ont alors germé et ont mis en lumière les bienfaits de ce partenariat, comme à la fois un facteur d'amélioration des résultats de l'entreprise grâce à l'amélioration de la motivation des salariés et de la dignité de l'homme au travail. Donc, d'ailleurs, il y avait un industriel, Jean-Baptiste Gaudin, qui avait une devise qui est très intéressante, qui était que la nouvelle industrie devait salarier le capital et capitaliser le travail. Donc, c'était vraiment les prémices de l'actionnariat salarié. Et finalement, c'est au début du XXe siècle qu'on verra les premières obligations ouvrières pour associer les ouvriers à la réussite de l'entreprise. Donc, et on a eu les premières créations d'assemblées ouvriers également. Et c'est à partir de 1917 que le législateur a commencé en fait à prendre le sujet en main en créant les premières sociétés anonymes de participation ouvrière. Donc, on voit que ça commence à remonter vraiment très loin. Et on s'est aperçu, en fait, que les tensions ont vraiment été apaisées par ces initiatives. Alors, bon, les oppositions à l'époque étaient encore très fortes. La société n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Elle était encore très hiérarchisée. Et donc, les premières initiatives, on n'était pas encore tout à fait prêts à cette époque-là. Les expériences ont finalement été peu nombreuses.
Et on le sait, il faudra quand même attendre le général de Gaulle avec l'instauration de la participation pour que l'idée de l'actionnariat salarié fasse son chemin. C'est vraiment dans les années 70 que de nombreux dispositifs d'actionnariat salarié ont été mis en place, et c'est vraiment en 86 que le système d'épargne salariale tel qu'on le connaît aujourd'hui s'est développé. Donc toutes ces dispositions ont permis de mettre en place, de faire des plans d'épargne entreprise tels qu'on le connaît aujourd'hui, de véritables plans d'actionnariat salarié, mais ça a été de longue haleine. Et on voit que cet engouement qu'il y a aujourd'hui est historiquement fondé, mais c'est vraiment aujourd'hui qu'on le ressent. C'est vrai. Dès qu'on parle d'actionnariat salarié, il y a un mot qui arrive très vite dans la discussion, c'est le mot inégalité ou égalité. Hein, c'est lié, les rapports évoluent. Alors, question difficile, mais si on regarde, et là c'était plutôt l'histoire, on est plutôt dans l'actualité, Monsieur le Président Benoît Draufret, depuis la dernière présidence, Monsieur Macron, est-ce que vous avez senti cette impulsion sur l'actionnariat salarié? Les choses ont évolué. En tant que président de Fondact, j'imagine que vous observez de près les aiguillons, les gouvernements, les mesures qui sont prises dans le domaine. Je pense que la loi Pacte a en effet donné une impulsion et remis au goût du jour ces dispositifs. Le vrai enjeu, en fait, c'est de le faire partager. Je dirais que tous ceux qui ont goûté en font toujours plus. Mais il faut aller chercher et voir les gens, leur faire comprendre les dispositifs. Je trouve personnellement que pendant longtemps, on a beaucoup fait le focus sur la technicité, sur les problèmes les incidences fiscales, comment ça fonctionnait. On perd les gens, ouais. C'est pas qu'on les perd, c'est important, mais je pense que tout ce qui a été fait et les derniers éléments qui ont été rajoutés aussi par la loi Pacte, je pense qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui est bien en place. Par contre, on a un vrai levier managérial cette fois-ci, d'engager tout le monde, de comprendre, qui est beaucoup plus puissant. Un salarié, quand on parle de productivité, on oublie toujours le premier levier. Les gens parlent de coupure des coûts. Moi, j'ai une seule certitude, c'est que si tous les collaborateurs et les collaboratrices du groupe, quand ils partent le matin, ils ont envie d'aller travailler, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils ont du sens dans ce qu'ils font, le levier, il est colossal. Et celui-là, il est pas assez utilisé. Et je trouve que l'actionnariat salarié, comme l'intéressement est plus à court terme, l'actionnariat, c'est long terme, mais c'est les mêmes mécaniques. Fondamentalement, c'est des mécaniques sur lesquelles on donne du sens à ce que font les gens. Ils comprennent qu'il y a une relation entre la chose bien faite et le résultat qui va derrière. Et ça, ces leviers-là, c'est à tous les patrons de s'en saisir. Il y a des ETI et des PME qui le font remarquablement, parce que si c'est le patron qui s'en saisit, il est en contact direct. Les groupes plus importants, c'est la même chose. Je vous disais, pour moi, ce qui est important, c'est que c'est un événement fondamental. Il faut que tout le monde aille sur le terrain. Et si tout le monde va sur le terrain, c'est compris, on engage, on va beaucoup plus loin. Alors oui, en ce moment, on vit une crise incroyable. Donc on est dans un terreau extraordinaire. On a tous les instruments qui existent et qui ont été bien faits, qui sont de plus en plus compris. Et bien pour sortir de ça, c'est un outil absolument formidable de cohésion, d'engagement, de sens, bref. Tout ce qui fait que l'entreprise derrière va mieux. Et je vous remercie pour cette présentation à la fois didactique, vulgarisatrice, parce que ça peut être complexe. On a parlé du sens, on a parlé de la mission, la finalité. N'ayons pas peur de parler de rémunération, tout simplement. Ça fait une rémunération complémentaire pour vos salariés et j'imagine que ça les satisfait aussi de ce point de vue, tout simplement. Absolument, mais c'est vrai que il faut garder à l'esprit qu'on n'est pas là pour leur faire prendre des risques qui seraient au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Et donc pour moi, il y a deux éléments. Il y a la partie tout le monde participe, même si ce sont des sommes faibles. Souvent, les gens jouent avec finalement l'intéressement et la participation, qui est un peu un extra, et en fait, ils en consacrent une partie. Quand nous faites ça à 20 ans, 30 ans, c'est assez incroyable ce qu'ils arrivent à mettre de côté. Et puis le deuxième élément, après, c'est des dispositifs qui, en effet, peuvent générer des rémunérations complémentaires importantes pour ceux qui y consacrent plus ou moins d'éléments.
Mais ce sont deux aspects de la chose. Alors Jean-Noël Barrot, dès qu'il y a une mission difficile, eh bien vous êtes dans la cordée et il m'a semblé que le gouvernement vous avait missionné pour l'accompagnement de la reprise économique. Belle mission. Quelle place peut jouer ou a joué ou joue encore l'actionnariat salarié dans ce plan de relance, d'accompagnement, selon vous? À la sortie de la crise, on a une très forte surépargne. Les gens ont mis beaucoup de côté, avec des volumes qui sont très importants, puisque en gros, ils ne pouvaient pas beaucoup consommer. Hein? Ils ne pouvaient pas beaucoup consommer déjà. Oui, mais même quand on a relâché un petit peu les restrictions, il y a une surépargne qui est si conséquente en montant qu'elle égalise à peu près les montants injectés par l'État dans l'économie par l'intermédiaire du plan de relance et de France 2030. Donc on a quelque chose de très substantiel. Il faut qu'une partie soit consommée, c'est important, et notamment lorsqu'un certain nombre de dispositifs de soutien qui sont encore en place vont être progressivement éteints. Et donc ça veut dire qu'il faudra que la demande vienne un peu soutenir remplir le carnet de commandes des entreprises, etc. Mais c'est important aussi, dans la période dans laquelle on est, que les entreprises de France puissent trouver du capital, c'est-à-dire de faire en sorte que les Français puissent investir en fonds propres. Alors c'est pas une question qui n'a pour conséquence que le soutien à l'actionnariat salarié, mais l'actionnariat salarié peut être un soutien pour ces entreprises qui vont être confrontées à des transitions très rapides et très brutales en réalité. La première d'entre elles, c'est la transition écologique. Dont on commence à voir les effets, en tout cas au niveau européen, où vous avez dans certaines parties de l'Europe des industries qui sont un peu en retard par rapport à nous et qui commencent à souffrir de manière très nette parce que le coût du carbone, le fait d'être très exposé aux énergies fossiles, eh bien ça va devenir prohibitif en termes de coûts opérationnels. Et donc nos entreprises, progressivement, elles vont aussi être rattrapées par l'augmentation du coût du carbone, voulu par les pouvoirs publics, puisqu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça suppose des investissements colossaux en matière de décarbonation, etc. Ces investissements, il y en a une partie qui va être financée par de la dette, mais toute une autre par les fonds propres. Alors, et donc, ça suppose d'activer tous les leviers, en particulier l'actionnariat salarié. La question qui est devant nous, c'est, pour rebondir un peu sur ce que disait Benoît Druffret, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? On a un peu réduit le forfait social, donc ça devient une manière plutôt intéressante pour l'entreprise de rémunérer par rapport aux autres moyens dont elle dispose. Ça marche un peu, ça n'a pas suffi à faire en sorte que toutes les entreprises aient développé des plans d'actionnariat salarié. Est-ce qu'il faut réfléchir, comme la FAS le fait un peu ou le propose, à la question de fonds qui mutualisent l'actionnariat salarié entre entreprises, en disant oui, peut-être que pour certaines entreprises, ça serait compliqué de le mettre en place tout seul, donc peut-être qu'il faut le faire à plusieurs. Est-ce que c'est une piste qu'il faut envisager ? Et puis, d'autre part, on a fait l'incitation fiscale. Est-ce qu'il faut faire l'obligation ? C'est-à-dire, et on avait réfléchi, y compris avec Fondact, à cette question-là, est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire, on s'est donné un objectif ambitieux qui est 10% d'actionnariat salarié en 2030 ? Est-ce qu'on attend que les entreprises s'en saisissent ou est-ce qu'on les secoue un petit peu, si je puis dire, en leur disant, si en 2030 vous n'êtes pas à 10%, eh bien à ce moment-là, on applique un peu des contraintes comme on l'avait fait pour l'égalité femmes-hommes dans les conseils d'administration. Et depuis aujourd'hui, ça va s'appliquer aussi au comité de direction en disant une nomination d'un administrateur sera considérée comme nulle si vous n'avez pas atteint ces quotas-là. Est-ce qu'il faut réfléchir à la contrainte ? C'est jamais tout à fait souhaitable, mais étant donné les bénéfices qui ont été largement évoqués aujourd'hui de l'actionnariat salarié, étant donné l'ambition qu'on a, y compris du point de vue national, des pouvoirs publics, d'aller beaucoup plus loin dans cette direction, est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, accompagner ces objectifs, ces ambitions d'un petit peu de contrainte si les entreprises ne jouaient pas le jeu, dans leur propre intérêt, bien sûr. De la contrainte pour un capitalisme vertueux, c'est toute la question. Il ne faut pas que Jean-Noël Barrot secoue trop fort, on sait qu'il peut secouer. Sonia Chevalier, ne vous laissez pas secouer, déstabiliser. Parlez-nous, s'il vous plaît, de l'actionnariat salarié, parce qu'on en voit toutes les
facettes, tous les avatars. Et moi, j'aimerais bien savoir comment ça joue en matière de RH. Quand on a un petit peu plus d'argent à la fin du mois, il y a peut-être une motivation là, non ? Oui, alors c'est pas forcément qu'un sujet financier. On s'aperçoit que les salariés, il y a un véritable effort de pédagogie d'ailleurs pour expliquer que ce n'est pas qu'un sujet financier. Il y a un vrai cercle vertueux, c'est-à-dire que en fait, l'actionnariat salarié permet de développer une culture d'entreprise déjà. C'est le premier point. Les salariés, quand ils investissent, ils s'investissent dans l'entreprise. Et plus ils s'investissent dans l'entreprise, plus on leur montre aussi que les performances de l'entreprise allant mieux, les résultats de l'entreprise s'améliorent. Donc ça améliore leur capital, ça améliore leur retour sur investissement. Donc il y a vraiment ce cercle vertueux. On a la chance que les salariés l'aient vu depuis 30 ans sur le terrain, mais petit à petit, on voit que chez nous, ce sujet financier, la rémunération, c'est pas forcément ce qu'ils voient en premier. Ils sont attachés à l'entreprise et les plus jeunes souscrivent autant que les anciens, les nouveaux embauchés autant que ceux qui ont plus de 30 ans dans l'entreprise. Ouais. Voilà, tout à fait. Et pourquoi ? C'est parce que finalement, les anciens en parlent aux jeunes, les anciens salariés en parlent aux nouveaux embauchés. Donc, il y a une culture d'entreprise qui se transmet et les gens sont vraiment attachés à l'entreprise et attachés par l'action, par la propriété qu'ils ont de leur entreprise. Donc ça, c'est vraiment un point important en termes de développement de culture d'entreprise. Et puis, c'est un sujet RH parce que, d'ailleurs, c'est démontré. Toutes les entreprises dans lesquelles il y a un fort actionnariat salarié ont de très bons indicateurs RH. Et c'est le cas, d'ailleurs, Eiffage en est encore une fois le démontre. C'est qu'avec plus de 20% de détention du capital, finalement, on a un taux de démission qui est de 6 points inférieur à la moyenne nationale. Donc ça, c'est un exemple. Mais les salariés d'Eiffage investissent dans Eiffage, sont propriétaires d'une partie de leur entreprise, ils s'y sentent bien, ils font confiance et ils restent en fait. Donc l'actionnariat salarié a aussi cette vertu en fait. Et vous m'en parlez tellement des collaborateurs qu'on va les écouter. Je vous propose d'écouter l'avis de Caroline Arduise, collaboratrice qui travaille chez AP2R, l'une des sociétés de concession autoroutière d'Eiffage, rachetée en 2006 par le groupe. On l'écoute. Caroline Arduise, bonjour. Vous êtes administrateur de la société d'autoroute APRR, qui était une société publique à l'origine, sans dispositif d'intéressement et d'actionnariat salarié. Lorsque le groupe APRR a intégré le groupe Eiffage, il vous a donné accès à tous ces dispositifs. Qu'est-ce que cela a apporté aux équipes ? Bonjour, c'était tout d'abord une opportunité de devenir actionnaire de l'entreprise pour laquelle on travaillait. En 2006, ce modèle était rare. À l'époque, Eiffage avait organisé des réunions pour expliquer le principe aux salariés d'APRR. Ce qui était appréciable, c'est qu'il n'y avait aucune obligation, et c'est toujours le cas aujourd'hui. En souscrivant, les salariés deviennent actionnaires de l'entreprise, et donc celle-ci devient par la même occasion leur entreprise, et non plus seulement celle dans laquelle ils travaillent. Justement, quelle est votre vision de l'actionnariat salarié ? Est-ce que vous pouvez nous décrire ses atouts pour vous, comme pour les autres salariés ? Chaque année, le groupe propose à ses salariés d'investir leur participation, leur intéressement ou leur fonds propres en souscrivant des actions pendant la campagne annuelle avec une décote de 20% sur le prix d'achat. C'est l'occasion pour nous de devenir actionnaires du groupe Eiffage, d'investir sur du long terme. Eiffage propose aussi aux salariés de devenir messagers, un atout qui leur permet de mieux comprendre la démarche de l'actionnariat, ses avantages, les différentes offres de placement et par la même occasion, pouvoir transmettre à ses collègues la vision de l'entreprise. Il existe aussi des relais actionnariat salariés qui peuvent être sollicités si besoin d'informations. En fait, tout est fait pour rendre les choses simples et surtout transparentes. La fiscalité avantageuse pour ceux qui souscrivent est aussi très très intéressante. En conclusion, on peut dire que ce modèle mis en place par Eiffage démontre que les salariés peuvent être acteurs à part entière de leur entreprise, qu'ils contribuent à sa stabilité et par la même occasion au développement du groupe. Justement, est-ce que, à votre avis, ce dispositif renforce le sentiment d'appartenance au groupe Eiffage ? Ah oui, sans aucun doute. Grâce à l'actionnariat, les salariés deviennent propriétaires en partie de leur entreprise. Ils s'en sentent donc responsables et s'y intéressent certainement plus que tout autre salarié.
les forts taux de souscription, même en période de crise, le prouvent. Et à titre personnel, comment avez-vous tiré bénéfice de ce dispositif ? Est-ce que vous avez vous-même réalisé des projets ? Alors, ce qui me concerne, je pars toujours du principe que les primes d'intéressement et de participation sont un petit plus, ou même un gros plus. Le fait de pouvoir investir sans être obligé dans mon entreprise et de pouvoir choisir le montant que je souhaite investir est un vrai bonus. Le fait de pouvoir débloquer, surtout dans certaines conditions, ça rassure. Pour ma part, cela m'a permis d'avoir, depuis 25 ans, je travaille dans le groupe et depuis surtout 2006, ça m'a permis d'avoir un apport pour l'acquisition de ma résidence principale. Quelques années plus tard, d'acheter un véhicule neuf et puis dernièrement, d'envisager des travaux chez moi sans devoir emprunter. En fait, je pense surtout que, et mon expérience n'a jamais été démentie, qu'investir dans le capital de mon entreprise est une valeur financière sûre. Eh bien, ça fait plaisir. On va tout savoir. On arrête là le témoignage. Jean-Noël Barrot, on parle de sociétés qui font plus de 8 milliards de capitalisation boursière. Mais est-ce que ça vaut l'actionnariat salarié pour les PME et les ETI ? L'économie française, c'est aussi ça ? Oui, tout à l'heure, je parlais de solutions éventuelles sur les questions de mutualisation entre entreprises, sur les questions de contraintes également. En écoutant Madame qui s'exprimait à l'instant, je pense que il y a, et ce qui a été dit tout à l'heure aussi, il y a un sujet de démocratisation de la compréhension de ce que c'est que l'actionnariat salarié, l'actionnariat en général, et de voir comment est-ce qu'on peut améliorer cette connaissance-là chez les Français. On a désormais un compte personnel de formation accessible depuis son smartphone. Peut-être faut-il réfléchir aussi à ce qu'on puisse en solliciter peut-être une partie de temps en temps pour se rafraîchir les idées sur ce que ça représente que de bien épargner, puisque ça fait une différence majeure à la retraite. Mais il y a aussi un enjeu pour le non-coté. Il y a un certain nombre d'idées qui sont avancées. Je ne sais pas si on a trouvé la bonne solution, puisque se pose évidemment la question de la valorisation des actions au moment de l'acquisition, au moment de la vente. Se pose aussi naturellement la question de l'ouverture du capital dans des entreprises familiales, patrimoniales, dans lesquelles, contrairement aux entreprises cotées, on n'a pas encore fait cette ouverture du capital au public. Et donc, il est assez naturel de vouloir le faire en direction des salariés, mais c'est un exercice évidemment un peu plus compliqué. Ceci étant dit, à noter que dans la loi Pacte, ou en tout cas dans les lois de finances qui ont suivi, sur le non-coté, on a pas mal avancé pour faciliter le partage de la plus-value pour les opérations de LBO, et ce qui a permis en tout cas à France Invest, qui est l'organisation professionnelle des fonds de capital investissement, de faire connaître cette faculté à ses membres qui eux-mêmes ont réussi à le mettre en place dans un certain nombre de montages. Donc c'est pas toutes les entreprises, c'est celles qui sont, qui ont à leur capital des fonds de private equity. Mais ça avance. Il faut réussir à le faire pour l'ensemble des PME. Là, j'ai pas la solution, mais je suis à l'écoute. Benoît de Ruffray, non seulement vous êtes président d'EFAGE, mais vous êtes le président de cette association Fondacte qui cherche à faire réussir ceux qui croient aux vertus du partage des profits. Une centaine d'adhérents, des entreprises, des sociétés de gestion, des cabinets de conseil. Vous pouvez nous parler de son activité, s'il vous plaît ? Oui, Fondacte, en fait, trouve sa naissance dans ce principe finalement de la recherche d'un meilleur partage de la valeur et souvent dans l'intérêt de l'entreprise, parce que c'est ça qui est fondamental. Alors bien sûr avec les dispositifs que sont la participation, mais aussi l'intéressement, et puis jusqu'à l'actionnariat salarié, passer d'un partage d'objectifs finalement à un partage de propriété. On est en effet une centaine de membres convaincus, sur lequel c'est une association qui existe depuis 40 ans, qui a toujours poussé ces éléments-là, qui a, je pense, beaucoup travaillé sur la partie cadre réglementaire, sur simplifier les choses, les améliorer. On travaille beaucoup aussi sur le principe d'un passeport européen qui permettrait que quand on fait une opération, on ne soit pas obligé de la refaire dans chacun des pays pour faciliter finalement les choses et la compréhension, puisque les enjeux fiscaux sont très différents d'un pays à l'autre. Il y a beaucoup de complexité. Après, bien sûr, c'est continuer de parler de ces objectifs, de les mettre en avant, de travailler avec les politiques pour les améliorer. D'abord parce qu'on est convaincu de leur intérêt. Et puis
il y a peut-être un élément qu'on n'a pas touché jusque-là et qui me paraît important de préciser. Ce que je trouve extraordinaire dans l'actionnariat salarié, c'est qu'en fait, vous permettez à tout le monde, quel que soit son rôle dans l'entreprise, de gagner en culture économique. Et ça, je pense que c'est aussi un levier très fort de comprendre, parce qu'on est dans un monde qui bouge. Monsieur le député le disait très bien, on est face à des transitions brutales, massives, et ben ça fait partie aussi de l'obligation et de la volonté d'associer tout le monde. Quand j'ai l'ensemble des ambassadeurs du groupe, eh ben, je me retrouve en face de mon actionnaire de référence et on s'explique sur la stratégie et du pourquoi. Donc Fondact travaille beaucoup à ça, le fait rayonner, on le fait en association avec les fédérations comme celle, bien sûr, des associations d'actionnaires salariés. Et puis le grand enjeu, c'est d'aller au plus grand nombre et toucher, comme vous le disiez, monsieur le député, et bien sûr les PME et les ETI. Mais je crois que le levier fondamental de dire que l'actionnaire salarié et tous ces dispositifs sont un levier de management, sont un levier de cohésion dans l'entreprise. Et si je vais plus loin, ça fait partie pour moi intégrante de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Et ça, je pense que c'est le levier de demain. Et j'appelle aussi les politiques à nous aider pour le mettre encore plus en avant, parce que ça nous fera beaucoup progresser. Et puis on va s'intéresser au point de vue des investisseurs. Je vous propose d'écouter l'analyse de Virginie Rousseau. Quelle est la perception des agences de notation extra-financières sur cet actionnariat salarié? C'est un témoignage donc avec Virginie Rousseau d'Odo Securities. Bonjour Virginie Rousseau. Bonjour. Vous êtes analyste chez Odo Securities, spécialiste de la construction et des concessions. Alors une première question sur l'actionnariat. L'actionnariat salarié fort est-il un atout vis-à-vis des investisseurs en général et plus particulièrement dans la période actuelle ? Oui, effectivement, je pense que l'actionnariat salarié fort est un atout et perçu comme tel par les investisseurs. Tout d'abord, c'est vrai que c'est assez rassurant pour les investisseurs de savoir que les intérêts de toutes les parties prenantes à l'entreprise, donc les leurs, mais également ceux des managers et ceux des salariés, sont alignés. C'est pas toujours le cas. Les intérêts des actionnaires et des salariés peuvent être divergents. Les salariés, évidemment, ont pour priorité de voir des augmentations de leur salaire, alors que les actionnaires pourraient préférer une optimisation des résultats à court terme pour percevoir davantage de dividendes. De la même manière, on peut avoir une vision différente de la stratégie entre actionnaires et salariés en termes de développement. Les salariés ont une vision en général plus conservatrice que les actionnaires qui peuvent vouloir être plus agressifs et plus court-termistes pour maximiser le potentiel de croissance et de gain. Par ailleurs, l'actionnariat salarié, c'est aussi une méthode de fidélisation et de motivation des équipes. Faites savoir que le patrimoine peut évoluer en fonction de la performance boursière de la société, renforce probablement l'attachement des équipes à cette société, ce qui veut dire moins de turnover des équipes, moins de recrutement et de formation de vos employés, et donc évidemment des économies auxquelles les investisseurs sont assez sensibles. Alors justement, on en parle comme d'un outil anti-crise. Est-ce que vous confirmez cette analyse ? Alors, un outil anti-crise, je suis pas sûre que j'irai jusque-là. Malheureusement, la crise est souvent liée à des éléments externes et elle impacte les entreprises indépendamment de la structure de leur capital. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les actionnaires salariés sont des actionnaires de long terme, en général plus fidèles, y compris en période de crise. Et donc, du coup, ils contribuent à limiter la volatilité des titres et les mouvements de panique auxquels on peut parfois assister pendant des crises fortes, comme on l'a vu au début de la crise Covid. Virginie Rousseau, la politique RSE, responsabilité sociale des entreprises, intéresse de plus en plus les investisseurs. Est-ce que l'actionnariat salarié a un rôle à jouer dans ce domaine ? Oui, effectivement. Alors, la responsabilité sociale des entreprises, donc la RSE, désigne la prise en compte par les entreprises sur une base volontaire des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans leurs activités. Alors,
l'actionnariat salarié a effectivement un rôle à jouer dans ce domaine. Si on regarde ce que font les agences de notation spécialisées en RSE, justement, elles valorisent l'actionnariat salarié dans 2 catégories. La première catégorie, c'est le climat social. Elle pense que le fait d'avoir un grand nombre de salariés actionnaires peut limiter le nombre de grèves, par exemple. Et la deuxième catégorie dans laquelle ces agences de notation intègrent l'actionnariat salarié, c'est l'attraction et la fidélisation des salariés. Je pense que offrir à des salariés la possibilité de devenir actionnaire est un argument supplémentaire au moment des recrutements et, comme on l'a discuté précédemment, probablement un levier pour limiter le turnover des équipes. Quelle est précisément l'offre qui est faite aux salariés d'Eiffage ? Allez, on va dans le vif du sujet, Madame Chevalier. Alors, Madame Arduise l'avait d'ailleurs clairement exprimé tout à l'heure dans l'interview. On voit que nos salariés sont bien au fait puisque elle a bien expliqué que nous offrions une offre classique que nous renouvelons chaque année depuis 30 ans. Donc ça aussi, c'est une spécificité, c'est que c'est vraiment récurrent chez nous, avec une décote de 20%. On a un plan d'épargne avec 2 fonds. On a la première et la seule SICAV d'actionnariat salarié et un fonds commun de placement. Donc ces fonds sont investis 100% en actions Eiffage. Les sources de financement, c'est intéressant, effectivement, dont disposent les salariés pour épargner. Alors, l'intéressement et la participation, bien sûr, qui sont la première source de financement, puisqu'on a fait coïncider nos campagnes avec le versement. Une avance sur salaire pour aider tous les salariés à pouvoir investir dans l'entreprise, et puis un versement volontaire habituel. Et comment sont-ils informés, en fait, du dispositif ? Alors, depuis plusieurs années, nous faisons en sorte d'améliorer en permanence cette information. Alors, par notre réseau des ambassadeurs, messagers, qui sont plus de 1000 sur tout le réseau, au plus près du terrain dans chaque établissement, qui sont le relais de la direction pour informer les salariés au plus près du terrain. Et puis, nous avons mis en place depuis quelques années des outils comme un site internet dédié, un chatbot et surtout une formation, parce que nous sommes très attachés à ce que nos salariés investissent de façon éclairée avec une information maximale. Donc, il y a une formation dans notre université Eiffage dédiée à l'épargne salariale de façon à apporter cette culture économique et financière. Et c'est ouvert à tout le monde parce qu'on a aussi, nous, une particularité, c'est que plus de 70% de nos salariés ouvriers compagnons investissent chaque année dans le dispositif. Et il nous a paru très important de pouvoir les informer au plus près du terrain. On parle d'action, mais parlons de représentation du personnel. Je crois qu'ils sont représentés chez vous au plus haut niveau dans le groupe. Oui, alors tout à fait. Bon, on a 4 membres élus au sein du conseil de surveillance du FCPE. On a des membres également élus par les salariés au conseil d'administration et au conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié, et les présidents de ces 2 entités. Le président est membre du conseil d'administration d'Eiffage. Eh bien, on va écouter l'une des représentantes des salariés, Patricia Vittoriano. Elle est membre du conseil de surveillance. Bonjour Patricia Vittoriano, vous faites partie des 4 membres élus par les salariés pour les représenter au conseil de surveillance, qui est l'organe de gouvernance du fonds commun de placement Eiffage Actionnariat. C'est votre 2e mandat. Alors, première question, pourquoi vous avez pris cet engagement et qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Eh bien, écoutez, ma décision a été motivée parce que j'étais messager au départ et qu'effectivement, je souhaitais encore plus aider, assister les salariés et leur présenter ces outils d'actionnariat salarié. Alors, au-delà de ces souscriptions, justement, quel est votre rôle ? Parlez-nous de vos missions au jour le jour. Le principal rôle du comité de surveillance, c'est, comme son nom l'indique, la surveillance. Il convient de s'assurer de la bonne gestion des fonds qui sont confiés par les salariés. Donc, nous nous réunissons annuellement. Nous étudions bien évidemment le rapport annuel qui est remis par la société de gestion. Nous posons de fait toutes les questions qui s'avèrent indispensables avant de valider les comptes. Et puis, nous revenons aussi sur les caractéristiques du fonds, son évolution, ses performances, des éléments beaucoup plus informatifs. Ensuite, il est quand même très important de signaler que lors du conseil de surveillance, nous élisons notre président, c'est-à-dire le représentant de tous les salariés actionnaires,
qui va nous représenter à l'Assemblée générale. Est-ce que vous avez le sentiment que les salariés, par votre voix, ont vraiment un poids dans les décisions en clair? Est-ce que vous vous sentez écouté? Alors, s'agissant d'actionnariat salarié, la souscription individuelle est importante pour le salarié lui-même, bien évidemment, mais également pour le groupe, puisqu'elle vient impacter favorablement la représentativité salariale à l'Assemblée générale. Et c'est pas tant ma voix qui est importante que l'information qui est faite auprès de chaque nouvel embauché, que l'importance de l'actionnariat salarié fort garantit la stabilité collective du groupe, bien évidemment, et par voie de conséquence, la stabilité individuelle. Bien évidemment, toutes les suggestions, les questions qui peuvent être posées par les salariés sont remontées lors de ces conseils de surveillance, puisque si ça les intéresse eux, ça peut aussi intéresser d'autres personnes du groupe, donc les réponses peuvent être tout à fait constructives. Quel beau messager, effectivement. Je me tourne vers vous, Monsieur le Président, directeur général d'Eiffage. On a senti avec tous ces échanges le ciment que représente l'actionnariat salarié. C'est intéressant d'en parler quand on parle d'un groupe de construction. Puis-je vous demander de conclure cette table ronde, s'il vous plaît? Oui, merci. Je crois que c'est vraiment intéressant de comprendre finalement cette adhésion, cette cohésion. Je suis toujours ému quand on parle d'actionnariat salarié parce que c'est une grande responsabilité et je peux vous assurer que je suis excessivement fier de diriger, de représenter un groupe, des salariés qui portent des valeurs d'avenir et à travers leur attachement à l'actionnariat salarié, je pense qu'ils œuvrent beaucoup au développement d'un modèle de capitalisme responsable dont on parlait dès le début avec monsieur le député. Je crois qu'un bloc d'actionnariat salarié fort, ça nous permet de continuer à s'assurer qu'on dirige le groupe en privilégiant son développement à long terme. Et ça, c'est très important. On a connu dans l'histoire du groupe l'aspect défense dont on a parlé tout à l'heure, de souveraineté. Mais il y a aussi finalement l'indépendance stratégique qui n'est pas forcément une attaque frontale, mais qui peut aussi avoir des influences très très fortes. Et je pense qu'un bloc d'actionnariat salarié très fort, et fort par son taux de souscripteurs et de cohésion interne, est très important aussi dans l'indépendance stratégique. Je crois qu'en plus, vous l'avez, je pense, compris, ça a permis de développer un esprit unique. On parle de notre ADN, de notre esprit de famille. On a beau être 72 000, je pense qu'on est très compact. Il y a des sentiments qui passent autour de tout ça, parce que c'est l'aventure collective et donc l'intelligence collective qui peut vraiment avancer. Donc oui, je suis convaincu que l'actionnariat salarié, c'est un levier excessivement puissant de cohésion, d'adhésion, de rebond après cette crise majeure qu'on traverse tous. Et ce que je souhaite vraiment, en fait, finalement, c'est que, à la fin, c'est que le capital humain soit remis au centre de la manière de valoriser les entreprises. Et si on réussit ça tous ensemble, collectivement, je crois que nos entreprises en seront encore plus fortes et surtout le vivre ensemble. Et c'est ce que j'appelle pour notre société. Un très beau mot. Merci, monsieur le président directeur général d'Eiffage, Benoît de Ruffray. Il me reste à remercier nos invités. Jean-Noël Barrot, député des Yvelines, vice-président de la commission des finances. Également Sonia Chevalier, directeur actionnariat salarié chez Eiffage. Et Xavier Collot, directeur de l'épargne salariale et retraite Amundi. Un échange extrêmement intéressant. Et pour ceux qui nous écoutent, eh bien, même si vous n'êtes pas salarié, comme moi, et tout ce que j'ai écouté, je me dis que je peux quand même acheter une action Eiffage. J'ai quand même une consolation. Merci, messieurs, dames. Merci à vous. Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.